bonjour. Alors Jean-Pierre Luminet, vous êtes un homme tout à fait étonnant parce que je faisais le décompte de vos activités pour essayer de mieux vous comprendre. Et alors astrophysicien, bien sûr, à l'Observatoire de Meudon notamment, directeur de recherche au CNRS, mais aussi poète, essayiste, romancier, graveur, dessinateur et musicien, ce qui évidemment Avant nous tout. intéresse. Et vous dites avant tout pourquoi? La musique est probablement ma plus grande passion, qui remonte à mon enfance et à mon adolescence, et que je pratique autant que faire se peut, au milieu effectivement de toutes ces activités. Mais vous êtes pianiste, c'est ça? Oui, je suis pianiste, avant tout mélomane, hein. J'écoute Ouais, énormément, ouais, ouais. énormément de musique, et le piano représente effectivement pour moi quelque chose d'extraordinairement important. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes quelqu'un vraiment de troublant, parce qu'il y a un livre qui sort, là, vous voyez, je le découvre sur Amazon, Astéroïdes, la Terre en danger. Vous nous parlez de toutes ces grosses masses qui menacent la Terre, et peut-être que l'apocalypse va finalement arriver, enfin, ou en tout cas, cette fameuse fin du monde qu'on a manqué le 21 décembre. C'est un livre qui vient de sortir aux éditions du Cherche-Midi. Mais en fait, vous venez nous voir pour deux autres ouvrages, sortis chez le même éditeur, mais alors là, qui témoigne peut-être d'une secrète schizophrénie. Alors d'abord, il y a un livre qui ressort, qui s'appelle Les poètes et l'univers. C'est une anthologie de textes poétiques qui ressort au Cherche-Midi. Et puis surtout, il y a un texte purement poétique qui s'appelle La nature des choses. Oui. Et vous dites, en parlant de ce texte et en parlant de votre démarche de poète, Jean-Pierre Luminet, vous dites « J'ai triomphé d'une forme de schizophrénie ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, de fait, j'ai commencé à écrire de la poésie dès mon plus jeune âge, donc bien avant de savoir ou de comprendre que je ferais une carrière de scientifique. Et après, lorsque effectivement, par un petit peu le hasard de ma formation scolaire, universitaire en mathématiques, je suis arrivé dans ce monde fascinant de la recherche fondamentale. Je continuais bien entendu à écrire, à publier de la poésie. J'ai publié mon premier recueil chez Guy Chambellat en 1980, à l'époque où je commençais à publier mes premiers articles scientifiques dans les revues spécialisées. Et pendant très longtemps, ça a été effectivement une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire je séparais complètement les deux domaines. Je sentais bien que ce sont deux approches du monde très différentes, et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'elles pouvaient être complémentaires, en fait se féconder mutuellement. Alors c'est ça, il y a eu un moment, pendant très longtemps, vous avez pensé, c'est un peu comme les gens qui disent la musique classique ne doit pas se mêler aux musiques populaires parce que finalement elle y perdrait son âme. Et vous considériez que la recherche scientifique que vous effectuez toujours, bien sûr, devait être totalement, il devait y avoir une coupure radicale entre cette recherche et la poésie. Et puis vous avez évolué et vous en êtes venu à considérer qu'il y avait au fond il y a une poésie qui pense. Oui. En fait, ce qui m'a fait changer, c'est justement la proposition de mon éditeur, là, qui était Jean Orizet, Ouais. effectivement, de réunir une collection de textes, une anthologie, Les poètes et l'univers, celle qui ressort précisément, parce que ce que je connaissais avant des rapports entre la poésie et l'astronomie était extrêmement superficiel. C'était des odes au ciel, au premier degré, qui pour moi était une poésie un petit peu de niveau assez faible. Et c'est justement en explorant, en relevant le défi que m'avait posé Jean Orizet de réunir un ensemble de textes anthologiques sur le rapport beaucoup plus intime que peut entretenir le poète avec sa perception de l'univers, que j'ai découvert une poésie extraordinaire, celle que j'appelle les rêveurs d'univers, qui remonte à l'Antiquité et qui se poursuit aujourd'hui, notamment avec des auteurs comme Jacques Réda, où on voit le poète qui, avec son intuition, armé de son intuition, parle de l'univers à sa façon, parfois même arrive à anticiper quelques-unes des découvertes scientifiques, justement par la seule force de cette imagination poétique. Et voilà. Alors du coup, ma propre poésie a évolué après cela, après cette anthologie. Oui. Les recueils qui ont suivi, on porte des titres comme Itinéraire céleste ou La nature des choses, ou les références à l'astronomie sont là davantage, mais c'est toujours une référence tout de même au deuxième degré, hein. C'est-à-dire que pour moi l'itinéraire céleste est évidemment un itinéraire intérieur, et la nature des choses, c'est, même si la référence se fait à Lucrèce, au grand philosophe de l'Antiquité, à la philosophie atomiste, pour parler de la nature des choses, c'est également la nature des choses et des êtres, bien entendu, comme chez Lucrèce. Et donc cette nature, c'est un fil tendu, fragile, hein, entre les abîmes du cosmos et de l'âme humaine. Et donc voilà,
le versant poétique pour moi, c'est plutôt l'âme humaine, tandis que le versant cosmos, ce serait plutôt mes nombreux essais de vulgarisation scientifique avec encore tout de même un grand écart entre finalement les astéroïdes, la Terre en danger que vous avez signalé, qui paraît en même temps que la nature des choses, où là l'illustration musicale ce serait plutôt la chevauchée des Walkyries de Richard Wagner, tandis que la nature des choses c'est au contraire quelque chose de beaucoup plus intime, ce serait un lied par exemple. Ou alors un air de Brahms. Ou un air de Brahms. Sous les doigts de Glenn Gould, nous écoutons un extrait de l'Intermezzo opus 118 numéro 2 en la majeure de Brahms. C'est votre choix, Jean-Pierre Luminet, Glenn Gould et Brahms. Oui, difficile d'ailleurs de faire des choix quand on a cette passion musicale. Glenn Gould, bien sûr, alors on l'associe généralement à Bach, évidemment. Il se trouve que pour moi, dans ce disque de Brahms, il se montre extraordinaire. Lui-même considérait peut-être que c'était son meilleur enregistrement. C'est peut-être assez inattendu de l'écouter dans ce piano romantique, oui. Incroyablement sentimental, mais pudique à la fois, qui reflète, je crois, extraordinairement bien l'esprit de Brahms. Ouais. Un Brahms que j'ai redécouvert d'ailleurs récemment grâce à ma compagne, parce que je connaissais évidemment la musique de Brahms dans le temps avec mes vieux vinyles de Julius Katchen. Je n'en avais pas saisi la poésie extraordinaire. Et voilà, dans cette interprétation de Glenn Gould et de quelques autres bien sûr, voilà, je découvre ces intermezzi que moi-même j'essaie un petit peu de pratiquer au piano, et c'est absolument merveilleux. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que les poètes avaient parfois la prescience de réalité scientifique, la prescience de quelque chose, d'une cosmologie qui pouvait nourrir finalement la recherche fondamentale. Mais vous, c'est un peu différent parce que vous êtes un scientifique poète. Et donc, quand on vous lit, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Les choses sont peut-être inversées. Alors, il y a ce livre qui vient de sortir au Cherche Midi, La nature des choses, d'après Lucrèce, le De Natura Rerum, un texte très ancien de Lucrèce. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une traduction. C'est vraiment une réinterprétation complète par Jean-Pierre Luminet. Alors, je lis, par exemple, je vous lis, il n'y a pas de commencement absolu, seul pleinement intelligible. Qu'est-ce que nous dit le poète? Qu'il n'y a pas de Big Bang? Alors on peut avoir cette pas un commencement. Oui. Pour moi, ce qui était extraordinairement important dans mon écriture poétique, c'est la polysémie, c'est-à-dire des interprétations multiples selon le lecteur, selon le moment de la lecture. Alors effectivement, les vers que vous pouvez citer, on pourrait les rattacher effectivement à cette interrogation que se font aujourd'hui les astrophysiciens et plus précisément les cosmologistes, ceux qui travaillent sur les fameux modèles de Big Bang, dont la version originale prédit un commencement absolu de l'univers, une sorte de temps zéro daté d'il y a 13,7 milliards d'années. Mais on sait qu'en fait ce temps zéro est inaccessible à notre entendement à cause de phénomènes de physique quantique qui brouillent en fait les cartes. Et aujourd'hui d'ailleurs les scientifiques tentent d'élaborer de nouveaux modèles qui permettent d'aller au-delà de ce commencement absolu, des modèles qu'on appelle des modèles d'avant Big Bang. Et là on est à la pointe de la recherche fondamentale qui n'a strictement rien à voir d'ailleurs avec la technologie, les machines, parce que ce sont de purs concepts qui sortent de l'esprit très imaginatif de physiciens théoriciens. Parfois, effectivement, ces idées qu'on appelle théorie de la gravitation quantique ou théorie des cordes peuvent paraître poétiques uniquement dans leur formulation, non pas mathématiques évidemment, qui ne sont compréhensibles que par une poignée de spécialistes, mais déjà dans les termes utilisés. Et ça, c'est un lien extraordinaire, cette faculté de penser un univers qui pourrait être radicalement autre de celui en fait, qui nous entoure dans la vie de tous les jours. Et là, je vous cite à nouveau, la pensée de l'éternel fait mal, mais elle enivre. Au fond, c'est ça, on n'arrive pas à penser cet éternel. C'est la en même problématique temps, de notre rapport à l'infini spatial et l'infini temporel. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma recherche d'astrophysicien sur l'infini spatial, plus précisément, au contraire, justement, le fini spatial, puisque j'ai tenté de proposer notamment des modèles d'espace que j'ai appelés les univers chiffonnés, où l'espace était fini, très poétique, sans bord, l'univers chiffonné, avec une formulation poétique, mais avec évidemment derrière un background technique assez sophistiqué, faisant justement appel à une sorte de décodage musical du très jeune univers. Oui. Parce que si le son ne se propage pas aujourd'hui entre les étoiles, parce qu'il n'y a pas de support matériel suffisamment important pour propager les ondes acoustiques, il faut savoir que le jeune univers, pendant ces 400 000 premières années, après ce qui n'a pas été le commencement absolu, mais disons le Big Bang, était un plasma tellement dense que les ondes acoustiques pouvaient se propager de la même manière que les ondes électromagnétiques ou les ondes gravitationnelles. Et le résultat de ces ondes acoustiques
électromagnétique a été de rassembler des grumeaux de matière que l'on observe aujourd'hui avec 14 milliards d'années de décalage dans ce qu'on appelle le rayonnement fossile, qui est la lumière primitive issue donc du très jeune univers avec de légères fluctuations, ces fameux grumeaux dont je parle, et en faisant des corrélations musicales, en analysant ce que j'ai appelé dans un de mes articles publié dans Nature, les vibrations du tambour cosmique, on arrive à finalement recomposer les modes vibratoires fondamentaux du jeune univers et d'en découvrir ses propriétés. Et c'est pour cette raison-là que vous avez eu envie de nous faire entendre un petit extrait qu'on écoute en ce moment pendant que nous parlons de Pulsar 0329 plus 54, je ne sais pas si je le dis bien, extrait du Noir de l'étoile de Gérard Griset. Oui, c'est pas tout à fait pour cette raison-là. Le sujet mérite d'être développé un petit peu. C'est une collaboration extraordinaire que j'ai eue avec donc Gérard Griset au début des années 1990, lorsqu'il m'avait contacté par lettre parce qu'il avait lu de moi 1 ou 2 articles de vulgarisation que j'avais écrits sur des objets étranges que l'on appelle des pulsars, qui sont des étoiles mortes qui tournent à la façon de phares cosmiques en émettant un pinceau de lumière radio qui est capté sous forme de signal extrêmement régulier, une sorte de métronome, par nos radiotélescopes. Alors ce n'est pas du son qui se propage, c'est du rayonnement électromagnétique. Mais on peut transformer un radiotélescope en une sorte de magnétoscope cosmique et entendre cette fois-ci le rythme de rotation des pulsars. Griset avait été fasciné par cette corrélation possible entre le temps des hommes et le temps des astres, apparemment totalement différents, et de les réunir dans une œuvre musicale. Et nous avons travaillé ensemble pour mettre au point Le Noir de l'étoile, donc qui est cette œuvre que Gérard Griset a écrite pour 6 percussionnistes humains et 2 guest stars, des étoiles invitées, des pulsars enregistrés ou diffusés en direct au moment du concert. Et c'est cette œuvre-là donc que j'ai conçue avec Gérard. Voilà, on en a écouté quelques petits instants, pas très longtemps malheureusement parce que ça se terminait. En tout cas, c'est très intéressant. Et puis là, ça me fait penser à une phrase, évidemment. Vous voyez, vous nous proposez comme ça des poches de lumière, oui, une réflexion comme ça matinale pointue. Et vous l'avez écrit, la lumière blessante est plus proche des ténèbres que la pénombre. Alors, c'est-à-dire, c'est la difficulté de s'approcher de la lumière et de ne pas aller trop près. C'est aussi important dans votre démarche, ça. Oui, alors bon, c'est aussi un décodage possible. Hein. La plupart de mon travail de chercheur a porté en fait sur ce que l'on ne voit pas dans l'univers. J'ai beaucoup travaillé sur les trous noirs, la matière noire et l'énergie sombre, dont on sait aujourd'hui qu'elle gouverne le destin de l'univers. Et puis les univers chiffonnés, c'est l'architecture invisible du cosmos. Oui, vous dites que le cosmos est fini, c'est ça? Oui, c'est une proposition. Oui. Le cosmos est fini, sans bord, nous donnant un certain nombre d'illusions d'optique. Voilà, nous sommes plongés dans un mirage cosmique. Une sorte de mirage cosmique. J'aime bien aussi cette idée d'écart entre ce que nous percevons et une réalité qui n'est pas un écart dû à l'imperfection de nos sens, mais c'est l'univers lui-même dans sa structure qui peut brouiller effectivement les cartes. Et j'ai toujours été fasciné par ces jeux de miroirs complexes. Et là aussi, il y a peut-être une approche en partie poétique sur une interrogation sur ce qu'est le réel, parce que le scientifique aussi se pose constamment la question, est-ce que la chose sur laquelle je travaille, c'est le réel, ou est-ce que c'est qu'une projection en fait de ce que je voudrais que soit le réel. Il m'est même arrivé d'écrire en fait que ce qui m'intéressait, c'était pas l'univers tel qu'il était, mais l'univers tel qu'il pourrait être. C'est-à-dire jongler avec des idées possibles qui pourraient donner des modèles étonnants sur la structure du cosmos, quitte à les confronter évidemment après, à partir du moment où je suis scientifique et non pas purement poète, il faut les confronter après effectivement à des observations et à des mesures. Et c'est là où le travail du scientifique s'écarte du travail du poète, bien sûr. Dans votre livre La nature des choses, certes, vous commentez les confins, vous commentez ce mystère, on pourrait dire, il y a une phrase très belle, par exemple, transparent glacier où se trouve pris le cygne. Donc on est toujours dans cette espèce de regard sur l'univers, dans sa globalité. Mais vous parlez aussi de l'époque présente. Et il y a une phrase qui m'a fait tiquer, enfin, je voudrais que vous m'expliquiez ce que vous voulez dire. Vous dites « Nous glissons vers une antiquité tardive où toute rigueur se perd dans une insurrection ». Et là, vous parlez de l'époque présente ? On peut interpréter cette phrase comme effectivement une référence à l'époque présente. Hein. Je reviens toujours sur cette fameuse polysémie à laquelle je tiens. Quand on parle de la nature des choses, c'est la nature des choses passées, présentes et futures. Et donc on peut aussi parler effectivement de la société d'aujourd'hui de façon plus ou moins voilée. Ce qui est effectivement le cas dans ces phrases que vous avez repérées.
Je m'inquiète un petit peu pour l'état du monde, Oui. peut-être pas exactement pour les mêmes raisons. Je sais que beaucoup de gens sont inquiets actuellement. Cette antiquité qui est tardive vers laquelle nous glissons, je vois une régression, j'y vois de moins en moins de tolérance, je vois la montée de beaucoup d'intégrisme de diverses natures, d'intégrisme de la pensée. Je ne pense pas seulement aux intégrismes religieux, bien entendu, et dans un monde qui, au contraire, au-delà d'une prétendue mondialisation, finit au contraire par se crisper dans des clivages de plus en plus terribles, y compris après également les clivages culturels. Et vous craignez l'insurrection? Non, je pense qu'il faudrait au contraire une révolte, une insurrection pour lutter contre cette sorte de nivellement par le bas dans lequel la société d'aujourd'hui veut nous conduire. Et je pense il faut résister et se révolter avec les armes que l'on a. Ça peut être des armes purement intellectuelles, par exemple. Ça peut être des armes poétiques. Je pense à la Et phrase des de armes Jean poétiques, Orizet, oui. par exemple, que vous citez au début de votre anthologie Les poètes et l'univers. Le poète est un risqueur du dire. Oui. Il faut prendre des risques, Jean-Pierre Luminet. Vous êtes engagé Il faut vous-même? Alors, oui, je ne suis pas engagé politiquement, mais je suis très engagé culturellement. Oui. Et il faut prendre des risques. Déjà, le seul fait, vous savez, quand on est un scientifique professionnel, le seul fait d'écrire d'abord la vulgarisation scientifique et puis après d'écrire, comme je l'ai fait, des romans scientifiques. J'ai écrit des romans, Oui. 6 romans où je raconte l'histoire des sciences, plus des poèmes également. C'est une sorte de risque également que l'on prend par rapport à la communauté. J'assume parfaitement ce risque. Et également le risque après de parler de choses très complexes, de parler d'astrophysique, de cosmologie, de concepts difficiles à saisir devant des publics qui ne sont pas nécessairement formés à ça. C'est aussi un risque que j'estime qu'il est important de prendre. Écoutez, je vous remercie infiniment en tout cas d'être venu ce matin prendre des risques. Merci de m'avoir C'est invité. vrai que la poésie pense et vous nous l'avez démontré ce matin. Alors je rappelle les 2 ouvrages pour lesquels vous êtes venu nous voir. Il y a ce livre sur les astéroïdes certes, mais surtout il y a La nature des choses. Donc c'est un texte poétique donc de Jean-Pierre Luminet. Et puis une anthologie qui ressort, qui était 3e édition. 3e édition de textes poétiques que vous avez choisis en fonction de leur pertinence scientifique. Et donc cette anthologie s'appelle Les poètes et l'univers. Et tout est paru aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup Jean-Pierre Luminet. Merci à vous. Au revoir.